Sommeil d'expérience. Il y a bien des degrés dans ce nouveau sommeil suivant le développement de notre conscience. Depuis les rares éclairs spasmodiques sur tel ou tel plan, jusqu'à la vision continue, maîtresse d'elle-même, qui peut aller à volonté de bas en haut et de haut en bas, où bon lui semble. Nous employons ici un langage tridimensionnel qui n'a pas de sens véritable, car il n'y a ni dedans ni dehors, ni haut ni bas. Notre langage mental est un langage plat, photographique, qui n'exprime pas grand-chose de la réalité du monde. Mais que faire? Tout dépendra ici aussi de notre conscience de veille. Normalement, nous irons par affinité sur les plans avec lesquels nous avons établi un lien. Les vibrations vitales, mentales ou autres que nous avons acceptées et qui se sont traduites en nous par des idéaux, des aspirations, des désirs, des bassesses ou des noblesses, constituent ce lien, et en sortant de notre corps, nous irons à la source, une source extraordinairement vivante et frappante. Nos traductions mentales et vitales dans le monde physique semblent pauvres et presque abstraites à côté de cet original-là. Alors nous commencerons à prendre conscience des mondes immenses, innombrables, qui pénètrent et enveloppent et surplombent notre petite planète terrestre, et qui déterminent sa destinée et la nôtre. Il n'est évidemment pas possible de décrire ces mondes en quelques pages, ni même en plusieurs volumes. Autant vaudrait décrire la Terre par un aperçu de la Normandie. Nous n'entendons pas les décrire au reste, mais donner seulement quelques indices qui permettront au chercheur de faire des recoupements avec sa propre expérience. La qualité essentielle pour cette exploration, Sri Aurobindo y a insisté bien des fois, est une claire austérité et l'absence de désir, le silence mental, sinon nous serons le jouet de toutes les illusions. Patiemment, à force d'expérience, nous apprendrons d'abord à reconnaître sur quel plan se situe notre expérience, ensuite de quel niveau il s'agit au sein de chaque plan. Cette localisation est aussi importante pour notre quête que de distinguer sur la Terre la qualité du milieu où l'on se trouve et le pays où l'on voyage. Puis nous apprendrons à comprendre le sens de nos expériences. C'est une langue étrangère, et même plusieurs que nous devons assimiler, sans y mêler notre propre langue mentale. L'une des grosses difficultés, en effet, vient de ce que le mental est le seul langage terrestre que nous connaissions, et ces transcriptions au réveil tendront inconsciemment à brouiller ou à déformer la pureté de l'expérience. À défaut d'un guide éclairé qui pourra débrouiller cet écheveau compliqué, il faudra s'habituer à rester aussi silencieux que possible mentalement lorsqu'on s'éveille, et à sentir intuitivement le sens de ces autres langages. On y arrive assez vite à mesure que la conscience se développe et que les expériences se multiplient. C'est comme une forêt vierge au début, ou un marché chinois, tout semble pareil. Puis, avec les mois et les années, on finit par reconnaître des chemins et des visages, des lieux, des signes, et une diversité plus grouillante que sur la terre. Mais comment se souvenir de son sommeil? C'est un blanc absolu pour la plupart des êtres. Il y a un joint manquant. En fait, il y a des quantités de joints ou de ponts, comme dit la mère. Comme si nous étions faits d'une série de pays reliés chacun par un pont. Il se pourra donc que nous gardions aisément le souvenir de certaines parties de notre être et de ses voyages, tandis que d'autres seront laissés dans l'oubli, faute d'un pont avec le reste de notre conscience. Quand on passe à travers ce vide, ou cette partie mal éduquée de la conscience, on oublie. C'est ce qui arrive généralement à ceux qui tombent en extase, nous y reviendrons. En principe, un être suffisamment développé parcourra toute la gamme des plans de conscience dans son sommeil, et il ira jusqu'à la lumière suprême de l'esprit, Sat, Chit, Ananda.
inconsciemment le plus souvent, et ces quelques minutes-là seront son vrai sommeil, le vrai repos dans la détente absolue de la joie et de la lumière. Sri Aurobindo disait que la vraie raison d'être du sommeil est de rejoindre spontanément la source et de s'y retremper. De là, nous redescendrons lentement à travers tous les plans, mental, vital, physique subtil et subconscient, le dernier dont nous nous souvenons le plus aisément, et chaque partie de notre être y aura les expériences correspondantes. Au sein de chaque plan, il y a aussi beaucoup de zones, chacune avec son pont. La principale difficulté est d'établir le tout premier pont, avec la conscience extérieure de veille, et il n'est qu'une façon. L'immobilité totale et le silence complet au réveil. Si l'on se retourne ou si l'on bouge, tout s'évapore, ou plutôt, tout se couvre de petites rides sur le grand lac du sommeil, et l'on n'y voit plus rien. Et si l'on se met à penser, ce ne sont plus des rides, mais des remous boueux qui voilent tout. La pensée n'a rien à voir dans cette affaire. Ce n'est pas avec le mental qu'il faut essayer de se souvenir. Il faut rester penché sur le grand lac tranquille comme dans une contemplation sans objet, mais très soutenue, comme s'il fallait percer cette épaisseur bleu sombre à force de la regarder. Et soudain, si nous sommes assez persévérants, nous verrons une image flotter sous nos yeux, ou peut-être seulement une trace, une odeur comme d'un pays lointain chargé d'effluves, très familier mais insaisissable. Il s'agira alors de ne pas se précipiter sur cette trace, car elle s'évanouirait tout de suite, mais de la laisser peu à peu se préciser d'elle-même, se former, et finalement nous retrouverons une scène. Quand nous aurons bien attrapé le fil, il suffira en principe de tirer lentement, sans chercher à penser, sans essayer de comprendre. La compréhension sera pour après. Si nous nous mettons à interpréter en cours de route, nous coupons toutes les communications. Et le fil nous conduira de pays en pays, de souvenir en souvenir. Quelquefois, nous resterons butés pendant des années sur un même point du parcours, comme s'il y avait un trou de mémoire à quelques encablures. Pour construire le joint manquant, il n'y a guère qu'à être patient et à vouloir et encore vouloir. Si l'on s'obstine, le chemin finira par se tracer comme dans la forêt vierge. Mais le rappel au réveil n'est pas la seule méthode. On peut aussi se concentrer le soir, avant de s'endormir, avec la volonté de se souvenir et de se réveiller à intervalles fixes, 1 ou 2 fois dans la nuit, pour rattraper le fil à des niveaux différents. Cette méthode est particulièrement efficace. Nous savons tous qu'il suffit de vouloir se réveiller à certaines heures, pour que la mécanique fonctionne parfaitement à 1 minute près. C'est ce que l'on appelle faire une formation. Ces formations sont comme des petits modules vibratoires émanés par la volonté, qui acquièrent une existence propre, indépendante, et qui font leur travail très exactement. Nous faisons tous des formations involontairement, avec nos désirs, nos pensées, bonnes ou mauvaises, et nous les oublions. Mais les formations, elles, n'oublient pas, et elles reviennent 2 ou 10 ans après, avec leur travail fait, la réalisation du désir, de la pensée, l'organisation des circonstances, alors que nous n'y songeons plus. Nous ne reconnaissons même pas le fruit de notre pensée et de nos désirs. Nous sommes ainsi assiégés par toutes sortes de petites entités vivantes qui continuent de vouloir se réaliser, tandis que nous ne les voulons plus. On peut faire des formations plus ou moins puissantes, plus ou moins durables, que l'on peut recharger de temps en temps, à toutes sortes de fins, et notamment pour se souvenir et se réveiller à intervalles réguliers. Et si nous persistons pendant des mois, des années s'il le faut, nous finirons par être automatiquement alertés chaque fois qu'un événement important se produira sur un plan quelconque de notre sommeil. Alors, dans le sommeil même, nous nous arrêterons,
Nous répéterons 2 ou 3 fois le souvenir, afin de bien l'enregistrer, puis nous repartirons. Dans cet énorme champ d'expérience, nous ne pouvons souligner que quelques points pratiques, d'ordre général, qui frapperont le chercheur au début de son enquête. Tout d'abord, il faut bien distinguer les rêves ordinaires du subconscient, des expériences. Les expériences ne sont pas des rêves, bien que nous ayons l'habitude de tout mélanger. Ce sont des événements réels auxquels nous avons participé sur tel ou tel plan. Ils se distinguent des rêves ordinaires par leur intensité particulière. Tous les événements du monde physique, extérieur, si exceptionnels soient-ils, semblent pâles à côté de ces événements-là. Ils laissent une impression profonde et un souvenir plus vivant que n'importe lequel de nos souvenirs terrestres, comme si nous avions soudain touché un mode de vie plus riche. Pas nécessairement plus riche par la figuration extérieure ni par les couleurs, qui pourtant peuvent être d'un incroyable éclat, surtout dans le vital, mais par le contenu. Quand le chercheur au réveil aura cette impression débordante, comme d'avoir baigné dans un monde chargé de signes, qui veulent dire plus d'une chose à la fois, nos événements du monde physique ne veulent dire qu'une chose à la fois, rarement plus, et devant lesquels on pourrait rester longtemps sans épuiser leur sens, tant ils semblent chargés de ramifications invisibles et de profondeurs étagées. Ou lorsqu'il aura assisté ou participé à certaines scènes qui semblent infiniment plus réelles que nos scènes physiques, toujours plates, comme si elles se cognaient tout de suite sur un fond dur et un peu photographique. Il saura qu'il a eu une expérience véritable, non un rêve. Il est un autre fait remarquable. Plus on s'élève dans l'échelle de la conscience, plus la qualité de la lumière change. Les différences de luminosité sont un indicatif très sûr du lieu où l'on se trouve et même du sens des choses. Et il y a toute la gamme, depuis les tons sales du subconscient, gris, marron et noir, les teintes vibrantes du physique subtil, les couleurs éclatantes du vital, qui, notons-le, ont toujours une nuance artificielle et clinquante, un peu dure. C'est la région la plus trompeuse qui soit. Jusqu'aux lumières du mental, qui deviennent de plus en plus puissantes et pures à mesure que l'on monte vers l'origine. À partir du surmental, dont nous parlerons plus tard, il y a une différence radicale de vision. Les objets, les êtres ou les choses que l'on voit ne semblent plus éclairés du dehors, platement, comme nous le sommes par le soleil. Ils sont lumineux en soi. Et finalement, ce n'est plus tant une extériorisation qu'une extase dans une lumière immobile, éblouissante, dépouillée de tous les tapages et les incidences sensationnelles des plans inférieurs. Quand on peut entrer en contact avec cette lumière, on est autant reposé en quelques minutes qu'en 8 heures de sommeil. C'est ainsi que les yogis se passent de sommeil. C'est ainsi aussi que quelques minutes de concentration dans la journée peuvent reposer autant qu'une marche en plein air. Le corps a une incroyable endurance. C'est l'agitation psychologique qui fatigue. En dehors des événements d'ordre universel auxquels nous pourrons être mêlés, nous nous apercevrons que le sommeil est une mine de renseignements sur notre propre état individuel. Tous les étages de notre être s'éclairent d'une exacte lumière, comme si, dehors, pendant la veille, nous avions vécu comme des sourds muets ou des hommes de plâtre, et que subitement, tout s'éveille à une vie plus vraie que la vie. Ces divers niveaux intérieurs peuvent se présenter comme des chambres ou des maisons dont les moindres détails sont révélateurs. Quand on va à la découverte de son être intérieur, raconte la mère, et des différentes parties qui le composent, on a très souvent l'impression de pénétrer dans une salle ou une chambre, et suivant la couleur, l'atmosphère, les choses qu'elles contiennent, on a la perception très claire de la partie de l'être que l'on est en train de visiter.
Alors on peut passer dans des pièces de plus en plus profondes qui ont chacune leur caractère propre. Ou parfois, au lieu de chambres, nous trouverons des êtres de toutes sortes. Toute une petite famille, voire une ménagerie, qui sont l'expression des diverses forces ou vibrations que nous avons pris l'habitude d'accueillir en nous, et qui constituent, entre guillemets, notre nature. Et ce ne sont pas des êtres de rêve, ce sont des êtres véritables que nous abritons. Les forces sont conscientes, les vibrations sont conscientes. Être ou force, conscience ou force, sont deux visages simultanés d'une même réalité. Nous verrons ainsi d'une façon singulièrement vivante ce que nous voulons ou nous ne voulons plus tolérer en nous. Une autre observation frappera le chercheur par sa récurrence presque quotidienne. Il s'apercevra, après coup, qu'il a eu, la nuit, la prémonition exacte de tous les événements psychologiques importants qui ont eu lieu dans la journée. D'abord, il pensera à une simple coïncidence, où il ne verra pas bien le lien. Puis, quand le fait se sera répété des centaines de fois, il commencera à être sur ses gardes. Et enfin, quand il sera tout à fait éveillé, il pourra voir venir et prendre des mesures protectrices à l'avance. Par exemple, nous avons eu une crise de dépression dans la journée, où nous sommes entrés dans une colère violente. Nous avons eu un mouvement de révolte, une obsession sexuelle, etc. Ou, pour prendre un exemple d'un ordre apparemment différent, nous avons manqué 2 ou 3 fois de tomber par terre et de nous casser un membre, ou nous avons attrapé une bonne fièvre. Et nous nous apercevons que chacun de ces petits incidents, tout à fait banaux, correspondent exactement à d'autres incidents, symboliques le plus souvent. Symboliques parce que ce n'est pas le fait exact, c'est une transcription mentale au réveil, dont nous avons eu l'expérience la nuit précédente. Soit que nous ayons été attaqués en rêve par quelque ennemi, soit que nous ayons été mêlés à des péripéties malencontreuses, ou que nous ayons vu, parfois exactement, tous les détails qui entoureront la scène psychologique du lendemain. Il semblerait décidément que quelqu'un est tout à fait éveillé en nous et très soucieux de nous faire toucher du doigt tous les pourquoi et tous les rouages cachés de notre vie psychologique, toutes les raisons de nos chutes ou de nos progrès. Car, inversement, nous pourrons avoir la prémonition de tous les mouvements psychologiques heureux qui se traduiront le lendemain par un progrès, une ouverture de conscience, une légèreté, un élargissement intérieur. Et nous verrons que la nuit d'avant, il y avait eu telle lumière, telle ascension, tel écroulement de murs ou de maisons, symbolique de nos résistances ou des constructions mentales qui nous enfermaient. Et nous serons d'autant plus frappés que ces prémonitions, d'habitude, ne s'attachent pas à des événements jugés importants sur notre plan physique, comme la mort d'un parent ou un succès mondain, encore que ces prémonitions puissent venir aussi, mais à des détails sans importance extérieure, parfaitement triviaux, mais toujours très utiles pour notre progrès intérieur. Ce sera le signe que notre conscience se développe. Au lieu de recevoir inconsciemment les vibrations mentales, vitales ou autres, qui vont façonner notre vie sans que nous en sachions rien et que nous prendrons ingénument pour nôtres, nous dirons « c'est notre colère, notre dépression, notre obsession sexuelle ou notre fièvre ». Nous commencerons à voir venir. Ce sera la preuve visible, étayée par des centaines d'expériences nuit après nuit, que tout le jeu de notre nature frontale vient du dehors, d'un mental universel, d'un vital universel, ou de régions plus hautes, si nous sommes capables de nous brancher plus haut. Et ce sera le commencement de la maîtrise, car une fois que l'on a vu, et même prévu, on peut changer le cours des circonstances. La vie terrestre est le lieu, simultanément, du déterminisme le plus rigoureux, le plus aveugle, et de la liberté conquise. Tout dépend de notre conscience.
Un disciple avait écrit à Sri Aurobindo pour lui dire ses rêves et cette sorte de coïncidence bizarre entre les incidents nocturnes et diurnes. Voici ce qui lui fut répondu. Comprenez que ces expériences ne sont pas simplement des imaginations ou des rêves, mais des événements véritables. C'est une erreur de croire que nous vivons physiquement seulement avec notre vie et notre mental extérieur. Constamment nous vivons et nous agissons sur d'autres plans de conscience. Nous y rencontrons d'autres personnes et agissons sur elles. Et ce que nous faisons, pensons, sentons là-bas, les forces que nous rassemblons, les résultats que nous préparons, ont une importance et un effet incalculable, inconnu de nous, sur notre vie extérieure. Tout ne se réalise pas de ce que nous voyons ou faisons là-bas, et ce qui se réalise prend souvent une autre forme dans le monde physique. Encore que, parfois, la correspondance puisse être exacte. Mais le peu qui filtre est à la base même de notre existence extérieure. Tout ce que nous devenons, tout ce que nous faisons et endurons dans la vie physique est préparé derrière le voile, au-dedans de nous. Il est donc immensément important pour ce yoga, qui vise à la transformation de la vie, de devenir conscient de ce qui se passe dans ces domaines, d'être le maître là-bas et capable de sentir, de connaître et de manipuler les forces secrètes qui déterminent notre destinée et notre croissance extérieure et intérieure, ou notre déclin. Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Satprem.